c'est un extrait de La force du destin de Verdi. Et je le trouve extrêmement émouvant pour deux raisons. D'abord le titre, La force du destin, et puis également la mélodie. Et alors, hier soir, je me suis souvenu que c'était le passage qui s'appelait La voix des anges. Tout est dit. Donc, comme a dit Jacques, on va en alternance vous commenter les 30 images qui vont vous être présentées. Donc, alors, vous voyez sur la première image 2 livres. Dites lorsque la mort n'existe pas et les morts nous aiment. Ce sont 2 livres qui ont été écrits par le père François Brune à partir de messages de l'au-delà venant de Jean Winter et de son neveu Gérald de Dampierre. Donc le père François Brune a commenté dans ces 2 livres le premier des messages qui sont mis par ordre chronologique et le deuxième, Les morts nous aiment, ce sont d'autres messages de Jean Winter et de Gérald de Dampierre mis par thème. Leur arrivée dans l'au-delà, leur bonheur dans l'au-delà, leurs activités dans l'au-delà, etc. Au centre, vous voyez des revues de l'association Infinitude. Dans quelques-unes, Jacques a repris encore d'autres messages de Jean Winter qu'il a commentés. Je laisse maintenant Jacques vous présenter cette famille qui est vraiment très exceptionnelle. Voilà, alors oui, elle est exceptionnelle, effectivement. Et vous verrez pour diverses raisons, d'ailleurs. Alors, ce schéma vous présente les personnages principaux de cette saga de l'écriture spirituelle. Alors, nous avons déjà, sur la partie gauche, cette personne, Juliette Bisson, qui est la maman de Germaine Winter, qui a eu 2 enfants, Jean Winter et Juliette de Dampierre, anciennement Winter, mais par le mariage, et qui a eu un fils, Gérald de Dampierre. Et on va voir que cette personne, Juliette Bisson, est un personnage principal de la réception des messages, notamment de Jean Winter, qui est donc son petit-fils, qui va lui transmettre une quantité assez impressionnante de messages pendant environ 17 ans. Et puis nous avons ensuite Juliette de Dampierre qui va recevoir des messages de son fils Gérald pendant environ 24 ans, avec aussi un nombre impressionnant de messages. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Germaine Winter, ici, semble inexistante dans la transmission des messages? Eh bien tout simplement parce que, comme va nous le dire Jean Winter, elle est réfractaire. Ça veut tout simplement dire que, au-delà de l'amour qu'une personne peut porter à un être cher, un enfant particulièrement, elle n'est pas forcément capable de recevoir ces messages. Ça n'a rien à voir avec l'amour, c'est simplement une question, d'autres messagers nous l'ont dit, une question d'électricité. Il y a des pôles qui se rejoignent en électricité et des pôles qui sont antagonistes. Donc elle n'aura pas cette possibilité, elle, d'entendre, ou tout au moins de recevoir des messages de ses enfants, ni de son petit-enfant, ici, Gérald de Dampierre. Elle est obligée de passer par Juliette Bisson et par Juliette de Dampierre. Voilà comment ça se situe exactement. Sur l'espace de 39 à 40 ans à peu près, on a en premier lieu Juliette Bisson qui va recevoir des messages de Jean Winter de 1939 à 1956, ce qui représente quand même
80 cahiers, c'est-à-dire 2412 doubles pages dactylographiées. Je ne sais pas si vous vous présentez un peu la somme d'informations qu'il peut y avoir. Et puis ensuite, à partir de 56, nous avons Gérald de Dampierre qui va communiquer avec sa maman Juliette. Et là, ça va se passer à 124 cahiers de 5244 doubles pages dactylographiées. Alors vous vous rendez bien compte que ça représente 7656 doubles pages dactylographiées d'informations sur ce monde de l'au-delà. Et là, nous devons, bien entendu, à Catherine, la pérennité, on va dire jusqu'à présent, d'avoir compilé tous ces messages et de les avoir préservés dans le temps. Merci, c'est vrai. Catherine. C'est vrai, parce qu'il y a 67 ans, j'ai fait la connaissance de Gérald de Dampierre quelques mois avant son départ pour l'Algérie, où il effectuait son service militaire dans l'aviation. C'était en 1956, au moment de la guerre d'Algérie. Quelques mois plus tard, j'appris par l'un de mes oncles, qui connaissait sa mère, que l'avion dans lequel il se trouvait avait été abattu et était mort. Il me dit également que sa mère communiquait avec lui par écriture. J'étais à la fois très attristée pour cette femme qui avait élevé seule son enfant unique, puis j'étais fascinée par le fait de savoir elle communiquait avec son fils. Mon oncle me dit qu'elle recevait les anciens camarades de son fils. C'est comme cela que je pris rendez-vous avec mon oncle, Jacques de Caffarelli, le 11 novembre 1957, c'est pas d'hier, soit un peu plus d'un an après le décès de Gérald. Je fis la connaissance d'une femme très belle et habitée par une grande sérénité. Elle accepta d'écrire devant nous avec son fils. Elle s'assit devant son secrétaire, ouvrit un cahier, prit un crayon, qui se mit à faire quelques gribouillis, puis commença à écrire. À l'écran, vous voyez la première image du message, et vous voyez à gauche écrit CAF, C-A-2-F. Et CAF, c'était le surnom qu'on donnait à mon oncle Jacques de Caffarelli. C'est quand même intéressant. Et donc, début du message, donc écrit par Gérald. Quelle voix profonde, chère mère, que se passe-t-il? Oh, je vois la Catherine et le CAF. Bonjour Catherine. Enfin une autre d'arriver à bon port. Qu'elle ne tremble pas ainsi, elle est très lumineuse. Elle n'a qu'à maintenant ouvrir ses yeux et ses bras, et tout lui sera donné. Ma vieille, tu verras, c'est formide, quand on veut rester simple et vivre joyeusement. Ce n'est pas l'inconsciente de Juliette à 42 ans qui écrit ça, c'est plutôt un garçon de 20 ans, plein de vie. Et donc, un peu plus loin dans le message, je lui pose, donc à haute voix, la question suivante. Quel est le but de la vie? Il écrit. Ce que tu vas devenir est fonction de toi. Vis avec nous, en sachant que rien n'est pour rien, que tout a un but, et qu'il faut le voir avec des yeux simples, dépouillés de tout orgueil et plein d'amour pour tout. Et tu verras alors que tout s'éclairera pour toi, que ces hasards de la vie n'en sont pas, et que Dieu est là, qui arrange tout pour le mieux, pour le bien de chacun. Alors vas-y, viens dans notre famille, voltige un peu en pensée comme je le fais réellement, et prends goût aux minuscules joies quotidiennes, fais les tiennes. Je constate de visu que selon la force de ce que Gérald voulait exprimer, les caractères de l'écriture étaient plus ou moins gros, plus ou moins accentués. Vous voyez sur la gauche
l'un des premiers messages de Gérald avec sa mère en novembre 1956. L'écriture des premiers messages est quasiment illisible. C'est au fil du temps qu'elle devient plus lisible. À droite, c'est un message daté de 1970 et toujours de Gérald. Sur cette image, vous voyez deux types de signatures différents, alors que la réceptrice Juliette est la même. La signature de gauche est celle d'Audouin de Dampierre, père de Gérald. Celle de droite est la signature de Mamita, mère de Juliette. On identifie bien des signatures et des écritures différentes, qu'avec le même transcripteur, les signatures venant de l'au-delà sont différentes. Alors nous allons retrouver Juliette et Gérald au cours de ce diaporama. Je passe la parole à Jacques. Là, nous avons la présentation de communication de Jean Winter. Alors je rappelle simplement que Jean Winter était obligé de passer par Juliette Bisson pour donner des messages à sa maman Germaine Winter. Bien comme ça à chaque fois qu'on verra comment se passent ces communications. Alors vous voyez ici un premier message qui a été obtenu 1 mois et demi après le décès de Jean Winter. Et puis beaucoup plus tard, 3 ans après son décès, voilà en fait la qualité de l'écriture qui s'est vraiment transformée, améliorée au cours du temps et qui est là maintenant largement compréhensible sur le graphisme. Nous sommes sur l'image numéro 7 et nous allons voir là un personnage supplémentaire qui arrive. On a donc Jean Winter ici, toujours par l'intermédiaire de sa grand-mère, et on a Audouin de Dampierre qui était le mari de Juliette de Dampierre. Qui d'ailleurs n'est pas resté de souvenir très longtemps sur Terre. Oui. Ceci est pour démontrer la manière dont les messages sont reçus. Vous voyez ici, nous avons l'écriture de Jean. Et c'était effectivement son écriture de son vivant. Et puis nous avons ici l'écriture d'Audouin, qui est aussi son écriture de son vivant, mais reçue par une même réceptrice. Au fur et à mesure, les écritures changent. Mais on reviendra un peu sur ce phénomène de l'écriture un tout petit peu plus loin. Alors, il nous donne un message qui est quand même très, très intéressant. Il dit que cela dépend du degré d'évolution. Il y en a qui peuvent réellement prendre la main par instant, vous l'avez déjà constaté. D'autres, au contraire, ne peuvent que penser fortement et imprimer dans le cerveau de maman ce qu'ils veulent exprimer clairement. Vous savez que même pour moi, il y a des instants où je peux tenir la main de maman et d'autres où cela va mieux quand je lui parle autrement. Alors il y a déjà deux aspects ici. D'abord, vous allez voir les premiers messages ici. On est notamment dans l'écriture, ce qu'on appelle automatique, mais j'y reviendrai un tout petit peu après. Et puis dans la deuxième partie, on est dans l'écriture inspirée. Elle m'entend sans s'en rendre compte et écrit aussitôt. Là, on a une notion qui sous-tend le fait de l'écriture dictée. Alors, on va y venir. Ça, en termes généraux, l'écriture guidée. Alors, on a premièrement l'écriture automatique. Et l'écriture automatique est bien spécifique, c'est-à-dire que la main du scripteur, du récepteur, en fait, la main de l'émetteur commande, je dirais, par lettre, qui se trouve dans le monde d'après. Et il va manipuler la main du récepteur pour écrire les messages. C'est quelque chose, en fait, qui n'est pas dangereux, bien entendu, au contraire. Mais ça peut parfois, si la personne ne fait pas attention, elle peut être prise par d'autres entités. Alors il faut être vraiment prudent, et je pense que ces personnes qui reçoivent ces messages, notamment ici dans ce cas-là, c'était par amour finalement. Et je pense que déjà, l'amour est déjà une belle protection. Ensuite, nous avons l'écriture inspirée, que l'on appelle aussi intuitive. Et là, c'est différent. Là, ce sont les messages qui vont passer
par le cerveau du récepteur. Alors, bien entendu, il peut y avoir, mais c'est très rare en fait, et ça peut être très minime, il peut y avoir un peu interférence du cerveau du récepteur qui peut éventuellement dénaturer les messages. Mais c'est très rare en fait, et je pense que je ne m'arrêterai pas vraiment sur cet aspect des choses. Je le cite simplement parce que ça existe, mais ce n'est pas quelque chose qu'on rencontre suffisamment souvent. Et ensuite, on a en dernier lieu l'écriture dictée. Et l'écriture dictée, là, c'est un petit peu la même chose que l'écriture inspirée, sauf que la personne entend les messages qui lui sont envoyés. Et au fait de cette entente, de cette écoute, elle va les transcrire en écriture. Alors on a différentes choses qui peuvent intervenir dans ces différentes pratiques. On obtient des textes, bien entendu. On peut avoir des dessins, on en a des exemples aussi par le passé, des peintures, les peintures inspirées. Et puis, de manière beaucoup plus discrète, des partitions qui ont été données à certaines personnes et où là, les experts vont reconnaître la patte de l'émetteur. Si on a Beethoven, si on a Chopin, si on a Wagner, enfin éventuellement, mais à chaque fois, on reconnaît bien la patte du musicien qui n'est pas absolument pas celle du récepteur qui, bien souvent, dont une particulière, je ne me souviens plus de son nom, mais qui n'avait aucune connaissance en musique. Rosemary Brown. Oui, voilà, c'est ça. Ah bah oui, on continue là. Alors, on continue. On remet virtuellement la force du destin, l'extrait, la voix des anges, parce que je vais donc... c'était ça que je mettais quand je présentais les conditions de décès de mon père. Je mettais cet extrait. Alors donc mon père, Jean Dolan, est mort donc tué en combat aérien le 8 octobre 1944. Il s'était engagé dans la résistance, puis avait rejoint les forces françaises libres en Afrique du Nord. Son expérience de pilotage dans l'aviation civile, qu'il avait acquise avant la guerre, lui avait permis de devenir pilote de chasse à l'escadrille Lafayette. Le 13 décembre 1957, je vais voir Juliette et je lui demande si Gérald peut retrouver mon père dans l'au-delà. En regardant cette image, on imagine le circuit des liens par la pensée entre Juliette, Gérald, mon père et moi. Juliette prend son cahier, son crayon, et Gérald répond « Pourquoi pas, maman? Laissez-moi le chercher. » Et l'écriture devient très lente. Et mon père me dit « Regardez, vous voyez, laissez-moi le chercher. » Puis, oh, l'écriture est différente. Et il écrit, mon père, « Mon petit chat, c'est moi. Quelle sensation extraordinaire, cette lumière venue me chercher tout à coup. Ma petite rate, que veux-tu de moi? Je t'aime tant, tu sais, et je vais m'occuper de ton bonheur. Sois bien calme et reste souvent près de moi. Ne te soucie pas pour moi, je suis bien heureux. » Ce fut pour moi un grand bonheur que ce lien retrouvé avec mon père, de le savoir vivant dans l'au-delà, de constater qu'il y était heureux, qu'il m'aimait et qu'il prenait soin de mon bonheur. J'avais 5 ans et demi quand il est mort. Au moment de ce message, j'avais 22 ans. Le 28 janvier 1958, 3 mois après notre première rencontre dont je vous ai parlé, je retourne voir Juliette et je lui annonce mes fiançailles. Et je lui demande de demander à Gérald s'il peut aller chercher mon père. Alors là, vous allez voir le style Gérald. Hein. Bon. Maman, elles sont toutes les mêmes.
Quel bébé encore que celle-là. Allons, cherchons. Et puis, petit gribouillis, puis l'écriture se modifie et mon père écrit. Eh bien oui, c'est moi, ma petite rate adorée. C'est ton papa, attends. Ce crayon me semble parfait. Je suis très émue de me trouver si près de toi. Je te tiens presque dans mes bras. Tu vois que je pense à toi et que je t'aime. Il est temps pour toi de fonder une famille et de me donner des petits-enfants. Vous vous rappelez que je lui avais dit que j'étais fiancée, hein, donc tout ça converge. De me donner des petits-enfants à qui tu parleras un peu du bon vieux papa qui t'aime tant. Il faut faire sa vie. On vous a mis sur le chemin l'un de l'autre. Ça aussi, c'est intéressant. À toi maintenant d'embellir ta vie et de la rendre douce et bien rayonnante. Ma petite chérie, il faut que je m'en aille, mais pense à moi, je suis là, là, là. Nous allons quitter mon père et je vais remonter dans le temps. Après vous avoir parlé des communications où Juliette de Dampierre est la réceptrice, je vais vous présenter une communication prise par Juliette Bisson, grand-mère de Juliette, que Jacques vous a présenté, et qui est alors réceptrice d'un message d'Audoin de Dampierre, père de Gérald. Nous sommes en 1940, 5 mois après la mort d'Audoin. Il s'agit des circonstances de sa mort. Il était aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale. En juin 1940, son avion est abattu, il avait 28 ans. Dans ce message pris par Juliette Bisson, il décrit ce qu'il a ressenti au moment de sa mort. Je me suis petit à petit souvenu que j'étais tombé et que je devais être mort. Alors, me retrouvant vivant, j'ai été très satisfait. Puis, par la pensée que je sais maintenant créatrice, mais fait que j'ignorais, je suis parti au champ d'aviation. J'ai vu les camarades et là a commencé les surprises, l'ahurissement, la réelle souffrance terrienne, parce que remuant, parlant, questionnant, aucun ne me répondait, aucun ne me voyait, j'étais au milieu d'eux, mort. Alors, j'ai commencé à comprendre. J'ai souffert, et d'un élan de pensée, je suis remontée. Là, j'ai commencé à être entourée de guides. Ensuite, mon père est venu. Après votre Jean, il s'agit de Jean Winter, frère de Juliette. Enfin, je suis maintenant heureux de mon nouvel état. Je ne chercherai maintenant qu'à monter et à évoluer si je n'avais pas mon fils. Et lui, je désire le voir grandir et le protéger autant que je le pourrai. Il parle donc de Gérald, qui a 4 ans et demi à ce moment-là. Après avoir parlé de la mort d'Audoin, je vais vous présenter les circonstances de la mort de son fils, Gérald de Dampierre. Sa mère Juliette demande en effet à Gérald de décrire son accident d'avion. C'est 3 ans après son décès, c'est la date anniversaire de son passage dans l'au-delà. Et Gérald écrit « Quel anniversaire, celui de ma joie immense ! Ah oui, je peux bien vous le dire maintenant, car ce n'est plus qu'un lointain souvenir. » Alors, écoutez bien ça et regardez bien ça. Lorsque nous avons heurté l'arbre, j'ai dit « Merde !» Et on voit tellement ce garçon dans son avion qui voit, c'est quand même pas Juliette à 42 ans qui invente ça. C'est une des preuves, à mon avis, les plus grandes qu'on peut voir de la réalité de la communication avec l'au-delà. Donc, j'ai dit, merde,
Et puis plus rien, qu'une sorte de lac où je me baignais délicieusement. En fait, je me suis réveillée dans vos bras 2 jours après. Il a fallu aller sur place pour recueillir le corps. Bon, 2 jours après, lorsque vous avez appris et dit oui, je pense que Gérald veut dire oui, vous ne vous êtes pas révolté, vous avez accepté. Puis tout a été parfait, sans ombre. N'est-ce pas la seule chose à savoir, à croire, à embellir, à rayonner? Je voudrais rappeler que dans la famille Dampierre, 3 d'entre eux, tous 3 aviateurs, ont péri. Le premier au cours de la Première Guerre mondiale, le deuxième Audouin pendant la Deuxième Guerre mondiale, et le troisième, son fils Gérald, au cours de la guerre d'Algérie. C'est la raison pour laquelle la nation a reconnu leur sacrifice en donnant à la base aérienne de Tébessa en Algérie le nom de Dampierre. Alors en complément, je souhaite vous lire 2 messages de Gérald qui, à mon sens, présentent un double intérêt, parce qu'ils montrent, premièrement, que l'acceptation du décès de Gérald par sa mère a libéré Gérald et lui permet de profiter pleinement de sa nouvelle vie. Et deuxièmement, que Gérald reste très présent auprès de sa mère. Alors le 9 mai 1957, 8 mois après son décès, Gérald écrit « Que ferais-je si vous n'étiez pas là? Ma vie d'en haut serait comme celle de tant d'autres en attente. Alors que vous avez supprimé cette attente en m'ouvrant la route toute grande. Le jour où vous avez appris mon départ et où le fiat complet, le fiat veut dire qu'il en soit ainsi. Donc le jour où vous avez appris mon départ et où le fiat complet est venu de votre cœur, vous m'avez donné de nouveau les ailes qui s'étaient brisées en tombant. C'est beau. Et je suis léger comme une plume. Mais ne vous y trompez pas. Ce qui existe entre nous est rarissime, cela je puis vous l'affirmer. Je vole toujours maintenant que j'ai retrouvé des ailes. C'est pourquoi je ne veux pas que vous soyez triste, jamais. Regardez les avions en riant, en pensant que je suis dans l'un d'eux et que tout va pour le mieux. Et le deuxième message est également très, très beau. Du 10 septembre 57, un an après sa mort, « Béni soit Dieu qui a voulu me prendre dans ses bras sans m'arracher des vôtres, puisque je suis toujours avec vous, et je ne l'aurais jamais été autant sur terre. Trop de choses me passionnaient, m'appelaient, me donnaient envie de vivre pleinement, et je vis plus pleinement. Je vibre à chaque instant, et ces vibrations me donnent un bonheur indicible, impossible à décrire avec des mots. Maman, aimez-les tous et réunissez-les toujours. Moi, je vous adore. Gérald. On revient. On revient en 1975. C'est une photo de Juliette et de moi prise à Reims, où Juliette est venue passer quelques week-ends et où nous la recevions avec mon mari. Cette photo donc de 1975 a été prise environ 20 ans après le décès de Gérald. Avant de repasser la parole à Jacques, je voudrais souligner qu'avoir été témoin de ces communications a donné un sens à ma vie. Je suis convaincue que je continuerai à vivre après ma mort terrestre
avec ce qui a constitué ma vie en pensée, en action, en parole, et que de la qualité de ma vie sur Terre dépendra mon bonheur dans l'au-delà. Cette conviction, je l'ai vérifiée lors d'une anesthésie, où j'ai eu l'angoisse de la mort, et où je me suis dit aussitôt, ah, je sais ce qui m'attend. Alors, je suis lucide. Au moment de ma mort, j'aurais peut-être très peur. Donc, par contre, j'ai vérifié ma conviction. La mort, c'est quand même le saut dans le vide sans élastique. Enfin, je voudrais dire que j'ai une profonde admiration et reconnaissance envers le père François Brune pour avoir accepté de réaliser les 2 livres « Dites-leur que la mort n'existe pas » et « Les morts nous aiment ». Son érudition, sa foi, sa compétence en tant que spécialiste de la communication avec l'au-delà mondialement reconnu, ses références et commentaires à partir d'autres messages venus de l'au-delà ont donné une grande puissance à ces messages et ont renforcé leur crédibilité. Qu'il en soit remercié dans cet au-delà où il se trouve maintenant et où nous nous reverrons. Ah oui, je crois qu'on peut applaudir. Il est avec nous. Il est avec nous, François Brune, il est avec nous. Ils sont là tous. Gérald est là, Juliette est là. Ils sont tous. D'ailleurs, je leur ai dit, hein, soyez bien présents et puis que ça se passe le mieux possible, tant qu'à faire. Moi, je suis un canal de transmission. Bon, donc, votre canal, donnez-lui la voix qu'il faut, le rythme qu'il faut, pour que votre message, parce que c'est votre message que vous voulez faire passer. Bon. Donc, je repasse la parole à Jacques. Et je suis convaincu qu'ils sont là, effectivement, et qu'ils sont fiers de t'entendre parler. Oh, qu'est-ce que c'est gentil! Et puis, il y en a une qui est présente, c'est Monique. Hein. Alors là, elle est là. Ça, Monique, elle est là. Ouais. Oh oui, je pense. Hein. Oui, ah, c'est sûr. C'est sûr. Bien, alors on va continuer avec 2 messages que j'avais vraiment envie de vous partager. Alors, ce message est de Jean Winter, et je rappelle que Jean Winter communique par l'intermédiaire de sa grand-mère pour sa maman. D'accord ? Alors, il va nous dire dans cette première partie de message, en fait, « Mon départ, un enchantement, attiré, aspiré, fondu dans la lumière. » C'est beau, hein ? C'est merveilleux, ça. Porté par les nôtres, ne comprenant plus et me trouvant si bien que je me sentais pris sans vouloir chercher à comprendre. Puis le dégagement, puis mon travail repris très vite et si heureux de pouvoir le reprendre. Alors là, vous voyez, hein, si des gens vous disent que après la mort c'est le néant, on dort, etc., c'est faux. C'est faux. On continue à travailler. Hein. Il y a de l'activité de l'autre côté. Il ne faut pas l'oublier, ça. J'ai compris que nous étions séparés par une barrière infranchissable en apparence, mais que tu connaissais le passage et que nos pensées pourraient se reprendre. J'ai été fier de ton courage. C'est par ce courage même que tu as permis mon complet dégagement et permis aussi que je puisse revenir vite vers toi. Si tu avais été autre, tu m'aurais fait souffrir et tu m'aurais retardé. Alors bien entendu, je sais pertinemment, pour l'avoir vécu 2 fois, que lorsqu'on sort d'un deuil, on n'est pas toujours prêt à entendre ça. Hein, c'est évident, il faut que le temps fasse un petit peu son œuvre. Mais au cours d'Infinitude, pendant nos 32 ans d'activité, on a toujours essayé de prévenir les gens de ne pas
si possible, rester trop englués dans le deuil, qu'ils essaient, par un effort de volonté, mais par un effort d'amour surtout, de faire en sorte que l'être qui est parti puisse continuer son évolution et ne pas rester bloqué parce que ses parents, sa famille, sont dans une détresse qui dure et qui dure. On a eu l'exemple en fait d'une personne, mais ça s'est bien passé d'ailleurs après, à l'association, qui est passée, je crois, six fois dans nos réunions d'expérimentation où on faisait avec certains adhérents dans différents coins de France. Et à chaque fois, elle se désolait. Mon petit Jean-Pierre, disait-elle, elle l'avait perdu, en fait, il était en bas âge, je ne sais plus trop, 2 ans ou quelque chose comme ça, je crois. Et elle se lamentait à chaque fois. Et elle n'a jamais eu de message. Et puis, une autre fois, elle redemande encore à participer. Et Monique était effondrée, en fait, elle dit « Non, moi, je ne peux pas la reprendre, c'est pas possible. » Et moi de lui dire « Écoute, elle demande à participer, on se doit de la prendre, donc on va la prendre. » Et ça se passait à Paris, c'était dans un hôtel à la place d'Italie. Et dans la nuit, Monique est réveillée. Elle reçoit un grand message du petit Jean-Pierre. Et donc la personne arrive, toujours effondrée, après quand même 20 et quelques années. Et on s'installe, et miracle, elle reçoit des messages en TCI. Or, j'ai plus en tête les messages exacts, mais ce que je me rappelle, de manière vraiment concrète, je n'avais pas prévu de parler de ça, ça m'est venu comme ça, c'est qu'il commençait le message « Tu sais, maman, je ne suis plus ton petit Jean-Pierre. J'ai évolué. » Enfin, je ne sais pas ce qu'il y avait derrière, en fait, mais il expliquait que il avait progressé dans l'au-delà, tout ça. Et il lui disait aussi, que, parce qu'elle avait un frère, il avait un frère, pardon. Et il lui disait, mais est-ce que tu as déjà dit à mon frère que tu l'aimais parce que tu es toujours axé sur moi? Et là, ça lui a ouvert l'esprit à cette personne. Il dit, mais oui, c'est vrai. Je lui ai jamais dit. Et elle va dire à ce moment-là, à la fin de la séance, elle dit, oh, merci, mais je vais dire à mon fils que je l'aime. Oui, ce sont des beaux messages quand même qui sont reçus comme ça. Enfin voilà, ça veut dire que, oui, il faut essayer, si possible, de se sortir de cette peine immense, ce qui ne veut pas dire qu'on oublie, loin de là, mais on continue à y penser sur un autre mode de pensée et d'action. Voilà, et donc c'est ce que veut dire en fait Jean Winter dans ce message. Alors, je crois que là on arrive sur la fin. Alors moi je voudrais terminer avec ce schéma, terminer en vous emmenant dans le commencement de votre vie lorsque vous passerez de l'autre côté. Alors, le schéma est un peu sans prétention, si vous voulez, mais je l'ai réalisé à partir, en grande partie, des enseignements de Marie Huvet. Alors il faut bien voir que lorsque nous passons dans cet autre monde, il y a différents plans. Alors évidemment, les traits qui séparent, ce ne sont pas des marches de paliers que l'on passe en sautant. Ça n'a rien à voir. On est dans un monde vibratoire. Donc autrement dit, c'est une progression vibratoire au fur et à mesure de l'évolution. Et si on prend les 2 premiers niveaux de l'astral, 1 et 2 ici, je dirais qu'ils sont à peu près presque imbriqués en quelque sorte. Parce que là, on va avoir affaire à des personnes qui passent dans l'autre monde avec un niveau de l'inconscient assez faible, un instinct peu évolué, et on va prendre par exemple, vous connaissez tous ça je pense, l'exemple de la personne qui est en addiction de boisson, va passer de l'autre côté. Il ne va pas comprendre en fait bien souvent qu'il est décédé, et il va essayer
de retrouver le plaisir qu'il avait sur Terre de boire. Et pour cela, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va traîner un petit peu dans les différents bars qu'il va rencontrer et il va éventuellement se mettre dans la peau d'une personne, on dirait incorporer la personne, de manière à continuer à ressentir ce plaisir de la boisson. Donc vous voyez que le niveau de conscience et de l'inconscient, est quand même relativement faible là. Et c'est à peu près ce qui se passe dans ces deux niveaux. Principalement le premier, bien sûr, parce que là, la conscience commence à être un peu présente. Ensuite, on passe au niveau 3, et là, effectivement, on va parler de la lumière. On a un niveau un peu plus éclairé. Il y a des questionnements qui se posent quand même là. Et on a une chose qui est importante, c'est que les guides qui se trouvent à ce niveau-là ont la capacité de descendre jusqu'au niveau 3, de manière à essayer de tirer ces gens de ces niveaux de l'astral. Là, je refais référence encore une fois à nos solars, comme l'a dit Marie Huet tout à l'heure, dans lequel on voit très bien que ces guides arrivent à descendre dans ces bas-fonds, quelque part, mais que tout le monde ne suit pas en fait ce qu'il leur indique. Et parce qu'il veut leur indiquer la lumière, qu'il faut monter, il ne faut pas rester dans cet endroit-là. Et bien souvent, ça leur fait peur. Et en fait, ils arrivent à en sauver quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité de ceux qui se trouvent dans ce niveau. Alors après, on passe au niveau 4. Alors là, c'est vraiment le niveau qui est déjà très important. Les gens sont éveillés, il y a la notion du bien et du mal, et la recherche de la lumière. Alors, encore une fois, les guides, bien entendu, puisqu'ils peuvent descendre à ce niveau, descendent aussi à ce niveau-là, et vont essayer d'informer un peu plus les personnes qui s'y trouvent. Et on arrive au niveau 5, le niveau très lumineux, et là, les guides vont demander aux personnes déjà s'ils veulent choisir un service à accomplir. Alors, certains accepteront, d'autres n'accepteront pas. Enfin, il y a toujours la liberté de faire, bien sûr. Et il y a, encore une fois, de plus en plus cette recherche de la lumière. Voilà. Et si les gens acceptent, eh bien, il y a la notion de service qui entre en ligne de compte. Et il y a un début d'enseignement, puisque les guides, encore une fois, accèdent à ce niveau-là pour l'enseignement qui peut être donné. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter d'ailleurs, ça, moi, je ne l'avais pas perçu tellement, c'est que les maîtres qui se trouvent dans ces niveaux d'enseignement du mental supérieur, là, ici, n'ont pas la possibilité de descendre dans l'astral. Et ils sont obligés de passer par les guides qui, eux, ont cette possibilité. Donc, vous voyez, il y a la transmission de l'information de ce qui se passe dans ces niveaux-là qui est donnée aux maîtres qui, eux, ne peuvent pas franchir cette ligne virtuelle, bien entendu. Donc là, on est dans des niveaux, on est dans la fin de l'astral, début du mental, des niveaux extrêmement lumineux, et il y a la compréhension finale de l'âme. Et puis après, on arrive dans, là, si c'est l'enseignement ici, et là, dans le grand enseignement, finalement, des niveaux supérieurs du mental. Vous voyez, c'est pas un message très prétentieux, mais qui décrit un petit peu quand même ce qui vous attend, ce qui m'attend aussi, bien sûr, je ne fais pas exception, en gros, dans cette... Alors, ça veut dire que pour des personnes comme nous, avec un éveil spirituel qui est déjà relativement important quand même, même si on n'est pas tous au même niveau en fait, mais ça veut dire en réalité que on devrait à peu près, si je ne me trompe pas, atterrir vers le niveau 4 au moins. 4 et 5. Oui, 4 et 5. Elle est sympa. 4 et 5. Mais on va atterrir obligatoirement dans les zones que l'on connaît. Et qui est-ce que nous vivons? Avec les enseignements de Marie et de Jacques, on va monter plus vite avant de nous séparer. Je voudrais rappeler l'œuvre magnifique que Jacques a réalisée avec sa femme Monique, maintenant décédée, vous savez,
mais qui continue de l'accompagner. Et ceci depuis plus de 30 ans, dans le cadre donc de la création de l'association Infinitude qu'ils ont créée ensemble. Cette belle aventure, ils l'ont relatée dans 2 livres, En communion avec nos défunts et L'infinitude de la vie. Ils ont toujours affirmé clairement ce qui était le fondement de leur conviction. La mort n'est pas une fin, c'est le passage obligé vers une autre vie. Beaucoup les ont écoutés et sont repartis avec l'espoir de retrouver un jour leur cher disparu. Aujourd'hui, si nous avons pu réaliser ce diaporama, c'est grâce à la compétence et à la disponibilité de Jacques, du fond du cœur, qu'il en soit remercié. Et voilà. Merci Catherine. Mais je ne peux pas faire autrement que de renchérir quand même. Moi, je voudrais te remercier pour l'aide indéfectible que tu as apportée à l'association durant pratiquement 25 ans. De nous avoir accompagnés aussi dans le Tour de France que nous avons fait avec le Père Brune et toi présente, pour présenter déjà les prémices un peu de ce diaporama, de cette présentation des messages en écriture. Et puis, je voudrais aussi te remercier, au nom de tout le monde, pour l'engagement, la recherche, la compilation que tu as faite avec ténacité pendant des années pour réunir cet ensemble de 7000 et quelques pages dactylographiées. Tu as fait un travail, je dirais, exceptionnel. Et je crois que ça, on peut t'en remercier parce que ça a permis que ces messages ne tombent pas dans l'oubli, soient compilés, tu les as préservés. L'autre fois, tu m'as fait voir, quand je suis allé te voir, tu m'as fait voir tous tes messages que tu avais bien répertoriés avec les dates, etc. et que tu transmets à Jean Dolan, ici présent. Et ça va perpétuer en fait, la connaissance. Et alors ça va. Ces messages, en fait, Philippe de Sablanca était le meilleur ami de Gérald. Si bien que Juliette n'avait pas de famille autour d'elle et elle a fait de Philippe de Sablanca son légataire universel. Nous avons d'ailleurs dans la pièce Marie de Sablanca qui est donc la fille de Philippe. Et donc tous ces cahiers appartiennent bien sûr à la famille de Sablanca. Ça fait partie de la succession de Juliette. Moi, ce que j'ai fait, c'est que effectivement, tous les cahiers, on a bien identifié toute la succession de cahiers. Il y a quand même 100 cahiers, effectivement, pour Jean Winter, 100 cahiers pour Gérald. Et tout ça, ça a été copié sur informatique. Alors, il faut savoir, à l'époque, ce qui s'est passé. Moi, ça avait été un tel cadeau pour moi que de voir, parce que quand j'ai vu écrire Gérald, j'ai dit c'est lui. Et hop, j'ai été convaincue. J'avais donc une dette de reconnaissance. Et j'ai dit à ce moment-là à Juliette, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec tous ces messages? Et elle avait été d'accord sur le principe. Et comme j'avais créé à Reims, enfin indépendamment, je m'occupais des crèches de Reims, mais indépendamment, j'avais créé la librairie du Nouveau Monde et on faisait venir des conférenciers. Et un jour, on a fait venir le père François Brune. Et en l'écoutant,
je me suis dit, c'est lui, c'est lui. Et donc Juliette était d'accord sur le principe. Et il a accepté, alors qu'il était très très occupé, il a accepté de faire tout ce travail. Alors, il fallait lui donner la matière au père Brune. Et c'est là où Juliette a été extraordinaire. Parce que elle travaillait dans une banque. Bon. Et donc, elle ne faisait ça que le soir ou pendant le week-end. Elle a dactylographié tous les messages de Jean Winter et quasiment tout. Alors, elle recopiait, il y avait un message, et le soir, elle recopiait que ce soit lisible à partir de l'écriture. Mais après, elle a dactylographié presque jusqu'à la fin. Elle est morte en 1980, mais elle avait pris le soin, au moins, de recopier. Bon, si bien qu'il n'y a plus à dactylographier que la fin. Enfin, il faut quand même savoir que le total, c'est plus de 1000 pages dactylographiées, dans lequel François Brune a pioché les messages les plus intéressants. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui a été fait. Et voilà, je voulais vous donner, c'est pour ça qu'ils sont très heureux aujourd'hui. Je peux vous dire qu'ils sont là, ils sont très heureux qu'on puisse pérenniser. J'ai vu le père Brune quelques heures, Martine était là, avant son décès, il était à Jeanne Gardier. Quand Martine m'a dit, c'est vraiment un petit peu la fin, quand je suis arrivée, bon, il ne parlait plus, mais je sais que quand on est dans le commun, on peut entendre. Je me suis approchée de lui, je lui ai dit, vous avez fait une œuvre formidable. C'est lui, il a écrit Les morts nous parlent. C'est une base déjà. Vous avez fait une œuvre formidable. Je ferai tout ce que je pourrai pour pérenniser votre œuvre. C'est pour ça que je suis si contente aujourd'hui. Voilà. Je crois que la preuve qu'il est là aujourd'hui, il n'est pas dans sa tombe, parce que sur sa tombe, il est marqué « Je ne suis pas là ». Oui. C'est le message qu'il nous a demandé d'écrire. C'est pas nous, c'est lui, il nous a demandé à la fin de sa vie voilà. d'écrire ce message sur sa tombe. Voilà. Oui, c'est lui qui l'a demandé. Et Martine a été formidable parce que un mois avant son décès, elle a pris un message de lui et on l'entend. Quoi qu'il arrive, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Quoi que vous ayez fait, il ne vous pardonne même pas, il vous aime. Gardez cette confiance inébranlable en vous. Magnifique, il y a tout. Tout est dit. Tout est dit. Exactement. Alors ce que je voudrais te dire maintenant aussi encore, parce que je l'ai oublié tout à l'heure, c'est que par rapport à cette vie que tu as menée dans cette vie, comme tu le dis dans un des messages en fait, tu espères que de l'autre côté, finalement, tu auras le bénéfice de ce que tu as fait sur cette terre. Et moi, je te souhaite très fortement, lorsque tu partiras, d'être attiré, aspiré, fondu dans la lumière. Ah, que c'est gentil. Qu'est-ce que c'est gentil de dire ça. Mais tu vois, je pense, en voyant ton tableau, qu'on comprend très bien qu'il faut des intermédiaires. Parce que je pense que... Oh oui, je pense que la lumière de Dieu, c'est tellement éblouissant qu'on ne pourrait pas. Il faut donc petit à petit que notre lumière personnelle évolue, j'imagine, pour arriver à pouvoir voir des lumières si fortes que ça, il me semble. Toi qui es le spécialiste. Il faut des éons, je dirais, de temps pour y arriver. ouais. Voilà. Bien.